La France est un pays d'assistés. Et ces assistés se sont retrouvés à Versailles autour d'Emmanuel Macron lors du sommet Choose France. On en parle. Salut à toutes et à tous, c'est Adrien depuis Lille, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'actu. Cette semaine, on va parler du sommet Choose France qui s'est tenu autour d'Emmanuel Macron à Versailles. On va parler également de la loi agriculture qui est en ce moment en cours de discussion à l'Assemblée nationale. On parlera également des événements en Nouvelle-Calédonie après qu'Emmanuel Macron ait tordu le bras à toutes les parties prenantes avec son projet de loi de réforme constitutionnelle. On parlera également de la décision du procureur de la Cour pénale internationale qui requiert un mandat d'arrêt contre Netanyahou et 3 dirigeants du Hamas. On parlera également, bien sûr, des élections européennes qui approchent à grands pas. Emmanuel Macron vient de donner une longue, très longue interview dans le journal L'Express. Une interview dans laquelle, pour l'avoir lu, on n'a pas l'impression qu'il s'adresse aux Français. Emmanuel Macron, lorsqu'il donne une interview à la presse, en réalité ne s'adresse pas aux Français, il s'adresse au marché financier. C'est une interview dans laquelle Emmanuel Macron se félicite d'avoir drastiquement baissé les impôts, notamment pour celles et ceux qui détiennent le plus de capital, 60 milliards de baisse d'impôts au total, et une hausse de 80% des aides versées sans contrepartie aux entreprises. Voilà, en résumé, la politique d'Emmanuel Macron qui est censée faire l'attractivité et la compétitivité de la France. Emmanuel Macron a réuni à Versailles, sous les dorures du château de Louis XIV, des investisseurs étrangers pour leur faire les louanges de sa politique fiscale et les attirer en France. Évidemment, quand Emmanuel Macron parle d'attractivité et de compétitivité à des investisseurs étrangers, on aurait tort de croire qu'il fait l'apologie de la France productive, du savoir-faire des ouvriers qualifiés français, de ses employés, de la productivité des travailleurs et des travailleuses françaises et français. Non, en réalité, Emmanuel Macron vient les attirer simplement avec une politique fiscale de baisse d'impôts, toujours plus, et une politique de baisse du prix du travail. Il y a donc ces investisseurs qui se sont réunis à Versailles et au total, le bilan de l'opération, c'est 15 milliards d'investissements prévus en France par ces investisseurs étrangers, répartis en 56 projets pour un total de 10 000 emplois créés ou maintenus. Alors en réalité, si on regarde, 10 000 emplois créés ou maintenus pour 15 milliards d'euros d'investissement, ça fait un peu cher les emplois, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ces 15 milliards d'investissements étrangers nous coûtent extrêmement cher. Parce que pour obtenir ces investissements, eh bien, l'État biberonne littéralement ces entreprises d'argent public donc le vôtre, le nôtre, celui des contribuables français. Il y a 3 grands secteurs d'activité qui sont concernés par ces investissements étrangers. D'abord, bien sûr, l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup en ce moment, la santé et la décarbonation. Je disais que ces 15 milliards coûtent un pognon de dingue. J'en veux pour preuve qu'Emmanuel Macron, en plus des 60 milliards de baisse d'impôts sans contrepartie qu'il a opéré, des 80% d'aides supplémentaires sans contrepartie versées aux entreprises, il y a toutes sortes de crédits d'impôt. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler du crédit d'impôt recherche, le CIR. Le CIR, c'est 7,5 milliards d'euros de budget. 7,5 milliards, c'est la moitié du montant prévu par les investisseurs étrangers. C'est-à-dire qu'en réalité, pour obtenir 15 milliards d'investissements, l'État en a quasiment versé la moitié en subventions et en aides et en crédit d'impôt. Prenons quelques exemples. L'usine de batterie Prologium, prévue pour 2023, c'est 1 à 1,5 milliard d'argent public dépensé par l'État sur les 5 milliards d'investissements prévus par l'entreprise. Ça veut donc dire qu'en fait, l'État finance 20 à 30% du montant global de ces investissements. On pourrait aussi parler de l'usine de raffinage de nickel prévue en Gironde. C'est 20% par le crédit d'impôt industrie verte. L'État va mettre 300 000 euros dans ce projet par emploi. Vous imaginez bien, ce sont donc des emplois qui nous coûtent un pognon de dingue et dans le même temps, Emmanuel Macron appelle à une nouvelle cure d'austérité pour réduire la dette. Dette dont on voit bien qu'en réalité, elle n'est pas le fait d'une dépense publique qui aurait explosé, elle est d'abord et avant tout le fait de recettes fiscales dont l'État s'est privé du fait de la politique d'Emmanuel Macron de subventions et de baisse des impôts. Alors, quand Emmanuel Macron cherche la confiance des investisseurs, en réalité, on peut traduire cela, la confiance des investisseurs, c'est la soumission au marché financier. Prenons aussi l'exemple de quelques promesses d'embauche et d'emploi qui ont été réalisées, sur lesquelles, en fait, on doit souvent attendre longtemps pour en avoir le résultat. Et puis, il y a aussi des entreprises qui disent créer des emplois et qui, évidemment, en créent,
mais dont on oublie de dire en même temps qu'elles en détruisent beaucoup. Et donc la création d'emplois nets, en réalité, est bien moins importante que ce qu'Emmanuel Macron nous dit. Prenons un exemple que vous connaissez peut-être bien pour en avoir beaucoup entendu parler, c'est Sanofi. Vous savez, les laboratoires Sanofi, les médicaments, la recherche. Sanofi prévoit 350 emplois nouveaux dans une usine de médicaments à Vitry-sur-Seine. Mais on oublie de dire que Sanofi vient de supprimer 288 postes, et dans quoi, s'il vous plaît? Dans la recherche, ce qui est indispensable. On s'est donc privé de recherche et de développement pour tout miser sur la production de médicaments. Si on retire les 288 postes supprimés par Sanofi dans la recherche aux 350 que Sanofi promet dans l'usine de production, ça nous fait plus que, non pas 350 postes créés, mais 62 postes qu'il reste au total. Et pourtant, Sanofi, c'est 150 millions par an de crédit d'impôt recherche, mais avec des capacités de recherche qui baissent puisque Sanofi ferme des centres de recherche. On a donc dit 15 milliards d'investissements pour 10 000 emplois créés ou maintenus. Ça veut dire 1,5 million par emploi créé. Voilà ce que coûte en réalité Choose France et ce qui est censé faire le succès de l'opération à Versailles par Emmanuel Macron. En réalité, on voit bien, le gros problème que nous avons en matière de création d'activités d'emploi et en matière de politique fiscale, c'est qu'il n'y a aucune contrepartie en termes d'emploi ou même en termes d'engagement sociaux et écologiques sur ces aides versées aux entreprises. Donc quand on parle de la France comme d'un pays d'assistés, oui, la France est un pays d'assistés, mais les assistés de ce pays ne sont certainement pas les chômeurs qui sont toujours moins indemnisés et qui ont de grandes difficultés à trouver un emploi, ni les allocataires des minima sociaux avec lesquels on survit davantage qu'on vit. Les assistés de ce pays, ce sont les grands groupes, les très grandes entreprises, et notamment les investisseurs étrangers, qui en réalité, pour investir, doivent être gavés d'argent public qui creuse la dette et le déficit. Raison pour laquelle la France insoumise, depuis des années, réclame que les aides publiques versées aux entreprises soient soumises à des contreparties en termes d'emploi, en termes d'engagements sociaux et environnementaux. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler cette semaine, puisque malheureusement les médias s'en font assez peu l'écho, c'est le débat qui est en cours à l'Assemblée nationale sur le projet de loi agricole. Les événements de l'actualité font qu'on en parle assez peu, pourtant ce qui se joue à l'Assemblée est d'autant plus essentiel que vous vous en rappelez, il y a quelques mois de cela, au moment du Salon de l'agriculture, il y avait une grande mobilisation des agricultrices et des agriculteurs, notamment autour d'une revendication principale, vivre correctement de notre travail. Parce que vous le voyez, les prix de l'alimentation ont considérablement augmenté, les Françaises et les Français subissent l'inflation, nombre d'entre eux doivent renoncer parfois à des repas. Et dans le même temps, nos agriculteurs, celles et ceux qui produisent la nourriture, eh bien, eux aussi sont en grande difficulté. Vous avez un agriculteur sur 5 qui vit dans une situation de pauvreté. Si on a donc d'un côté les consommateurs qui payent toujours plus cher, mais des agriculteurs qui ne vivent pas de leur travail, c'est donc qu'au milieu, il y a des intermédiaires qui s'en mettent plein les poches. On pense bien sûr aux super profits des distributeurs et toutes les marges qui ont été réalisées par ces grands groupes, les distributeurs de l'alimentation. Il y a en ce moment un projet de loi qui est examiné à l'Assemblée nationale et je veux vous inviter à aller observer ce que fait le groupe France Insoumise et notamment nos chefs de file sur le sujet parce que c'est un travail absolument formidable qui a été réalisé. Ils et elles ont réalisé un agritour. Ils ont fait le tour de France des agriculteurs, ils ont reçu des agriculteurs à l'Assemblée nationale pour bâtir les propositions de la France Insoumise dans le cadre de cette discussion. Je veux parler des députés insoumis Mathilde Igné, Manon Meunier, Aurélie Trouvé et Loïc Prudhomme et je vous invite vraiment à aller retrouver leurs interventions parce que c'est très intéressant et malheureusement, comme j'ai dit, la presse ne s'en fait pas assez l'écho de mon point de vue. Le gouvernement a donc mis sur pied un projet de loi qui était très attendu. Et en réalité, que voit-on? C'est que plutôt que de se soucier véritablement de la principale revendication des agriculteurs, à savoir comment vivre dignement de leur travail, eh bien en réalité, c'est un projet de loi qui mise tout sur la technologie, l'agro-business, mais qui ne rompt absolument pas avec un modèle agricole productiviste qui met nos agriculteurs en grande difficulté. C'est un projet de loi dans lequel il y a pour l'essentiel une réforme de l'accompagnement à l'installation-transmission. C'est un projet de loi dans lequel il y a énormément de régressions sur le plan environnemental, notamment du fait des revendications d'un syndicat que vous connaissez bien, la FNSEA.
C'est un projet de loi qui facilite l'entrée d'investisseurs privés sur le foncier agricole. On peut donc imaginer que le foncier agricole, ses prix vont encore exploser. Et c'est un projet de loi qui conforte la logique bien macroniste de libre-échange et de concurrence déloyale. Il n'y a rien en l'état dans ce projet de loi qui prévoit d'améliorer le sort des agriculteurs en matière de rémunération sur leur travail. Je rappelle quand même le bilan d'Emmanuel Macron sur l'agriculture. Je vous ai parlé du fait qu'un agriculteur sur 5 vit en situation de pauvreté, mais le bilan d'Emmanuel Macron, c'est aussi 10 000 exploitations, 10 000 fermes qui ont fermé chaque année. Notez qu'en l'espace de 20 ans, le nombre d'exploitations agricoles en France a été divisé par 2. C'était 600 000 il y a 20 ans, c'est aujourd'hui un peu moins de 400 000, en réalité 390 000 exploitations agricoles. Et de nombreux agriculteurs qui bientôt vont partir à la retraite et que nous n'arrivons pas à remplacer. Dans ce contexte, et puisque le projet de loi ne répond pas aux revendications principales, la France Insoumise, par la voix des députés que je viens de citer, a fait de nombreuses propositions. D'abord, sur ce texte, nous défendons le fait de supprimer toutes les régressions environnementales. Nous pensons que l'urgence absolue, c'est de faire transiter notre modèle agricole vers une agriculture paysanne, écologique et bio, et certainement pas d'avoir de multiples régressions agricoles. Régressions environnementales, pardon. Nous pensons aussi qu'il faut supprimer la capacité d'investisseurs privés à s'intégrer sur le foncier agricole parce qu'on craint une hausse considérable des prix. Notre objectif est suivant. Nous voulons, d'ici à 2050, atteindre 1 million de paysans supplémentaires. Pour ça, il faut en finir avec la concurrence déloyale et avoir enfin un moratoire sur les accords de libre-échange dont vous savez qu'ils mettent nos agriculteurs en grande concurrence déloyale avec bien des pays. Je rappelle au passage, puisque les élections européennes c'est bientôt, que Manon Aubry est à la tête du seul groupe qui au Parlement européen a refusé systématiquement tous les accords de libre-échange qui participent de ce grand déménagement du monde et qui mettent en concurrence nos agriculteurs. Nous voulons proposer des prix planchers, c'est-à-dire un minimum rémunérateur pour les agriculteurs. Notons au passage que le Rassemblement national qui prétendument s'occupe des agriculteurs s'y est opposé, et réformer la PAC. La PAC, vous savez, c'est ce système d'aide européen qui aujourd'hui aide en fonction du nombre d'hectares. C'est-à-dire plus vous avez des grosses exploitations, plus vous êtes aidé. Nous, en réalité, nous souhaiterions réorienter les aides de la PAC vers la transition agroécologique. Avoir un objectif de 25% d'agriculture bio d'ici à 2030 et viser 100% à horizon 2050. Et bien évidemment, accroître le nombre de lycées agricoles avec un retour du bac pro en 4 ans. Je pourrais être plus long, il y a beaucoup de propositions, mais voilà en tout cas le sens du combat que nous menons en ce moment à l'Assemblée et que je vous invite à regarder plus en détail parce que clairement, la loi proposée par le gouvernement est un véritable scandale qui ne répond pas aux revendications qu'ont fait entendre les agricultrices et les agriculteurs de ce pays. Cette semaine, évidemment, je voulais vous parler aussi des événements les plus commentés dans l'actualité, c'est-à-dire ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. En commençant d'abord par avoir une pensée pour les 6 personnes décédées, dont 2 gendarmes, les victimes blessées, leurs familles, et bien évidemment, ces événements nous saisissent d'effroi. Néanmoins, dans le commentaire d'actualité, on parle assez peu des raisons profondes de ce qui est en train de se produire en Nouvelle-Calédonie. Les événements se déroulent après que l'Assemblée nationale, par la volonté du chef de l'État, Emmanuel Macron, ait voté un projet de loi constitutionnel qui prévoit de revoir le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Alors tout ça est un peu complexe, et disons que peu de médias en réalité permettent d'aider à comprendre ce qui se passe. La Nouvelle-Calédonie est un territoire sur lequel, pendant des milliers d'années, il y avait un peuple sur place, les Kanaks, un peuple autochtone. Puis il y a eu les événements de la colonisation auxquels la France a participé un peu partout à travers le monde et la Nouvelle-Calédonie a été pendant des années une colonie dite de peuplement, c'est-à-dire que tout a été fait pour en quelque sorte réduire la part dans la population du peuple autochtone qui s'y trouvait et faire en sorte que des populations venues d'ailleurs et notamment d'Europe y prennent la place. C'est une île sur laquelle nous avons envoyé par exemple des prisonniers, des bagnards, parmi eux par exemple Louise Michel qui a été faite prisonnière sur l'île de Nouvelle-Calédonie. Dans les années 80, il y a eu, on a appelé ça des événements, en réalité ça avait tous les ingrédients d'une guerre civile, et patiemment, le gouvernement de l'époque, notamment sous l'impulsion de Michel Rocard, a permis d'établir des accords tripartites entre les partis en présence, c'est-à-dire d'un côté l'État français, les indépendantistes et les loyalistes.
Ces accords, ce sont les accords dits de Matignon-Houdinet 1988 et Nouméa 1998. Ces accords organisent en quelque sorte la vie institutionnelle en Nouvelle-Calédonie en tenant compte du fait que la Nouvelle-Calédonie est un territoire à décoloniser. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, l'Organisation des Nations Unies considère toujours la Nouvelle-Calédonie comme un territoire à décoloniser. Ces accords précieux de 88 et de 98 organise la vie institutionnelle sur place avec plusieurs corps électoraux. Par exemple, vous avez un corps électoral pour les élections municipales et nationales, vous avez un corps électoral plus restrictif pour les élections provinciales et celle du Congrès de Nouvelle-Calédonie, et vous avez un corps électoral encore plus restrictif, évidemment, et on comprend pourquoi, pour l'organisation de 3 référendums sur la question de l'autodétermination du peuple en Nouvelle-Calédonie. Ces 3 référendums se sont tenus. Il y a d'abord eu un premier référendum qui s'est tenu sur l'indépendance en 2018, où les loyalistes, c'est-à-dire ceux qui étaient opposés à l'indépendance, ont gagné à 56,7%. Il y a eu le deuxième qui s'est tenu en 2020, où les loyalistes ont perdu du terrain, puisque c'était 53,5%. Et en 2021, malgré l'appel des indépendantistes à boycotter le vote, puisque, rappelez-vous, nous étions en pleine pandémie de Covid et il y avait sur place le deuil coutumier, les indépendantistes ont dit qu'il faut donc reporter ce 3e référendum, la question est trop importante pour se faire en pleine période de deuil liée au Covid. Eh bien, le référendum a eu lieu malgré tout, puisque le pouvoir macroniste a choisi de faire en sorte qu'il ait lieu. Le taux d'abstention a été absolument considérable, plus de 56% d'abstention, ce qui n'était pas du tout le cas lors des précédents votes, et le non à l'indépendance l'a emporté à 96,5%, alors que dans les 2 référendums précédents, je l'ai dit, il perdait des voix. Donc ce référendum, ce 3e référendum, a été jugé totalement illégitime. Et depuis lors, la question du corps électoral qui doit être modifié, et d'ailleurs évidemment toutes les parties en présence acceptent l'idée que le corps électoral ne va pas pouvoir rester gelé durablement et que les années passant, il va bien évidemment falloir le modifier, mais tout le monde considère sur place qu'il faut prendre son temps et avoir finalement une politique qui se conduit dans la droite ligne de ce qui a été fait lors des accords de Nouméa notamment, qui sont des accords qui ont été caractérisés d'irréversibles. Emmanuel Macron, qui en quelque sorte, on le voit bien, partout notamment à l'international, mais là il s'agit de la France, puisque la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ce sont les territoires d'outre-mer, Emmanuel Macron ne respecte rien et ne respecte pas les accords qui ont patiemment été méticuleusement qui ont été organisés en Nouvelle-Calédonie. Et il est arrivé avec ses grands sabots, avec ce projet de loi constitutionnel qui impose un dégel du corps électoral extrêmement rapide qui reviendrait à l'échelle de la France à ajouter d'un coup d'un seul, en un claquement de doigts, 7 millions d'électeurs. On comprend bien que sur place, ça ne fasse pas accord. Et ce faisant, alors que nous avons prévenu à l'Assemblée nationale, eh bien Emmanuel Macron a mis en grande tension l'archipel avec la situation que nous connaissons désormais d'affrontement, alors que ça fait des décennies qu'on n'avait pas vu ce genre d'image, précisément parce que les politiques qui s'étaient occupés du sujet avaient été respectueux du temps long de la négociation, de la discussion. En réalité, il n'y a rien qui presse. Mais Emmanuel Macron, lui, il est toujours sûr de lui, plus sûr de lui que tout le monde. Il croit toujours qu'il sait tout mieux que tout le monde et qu'il peut, avec ses grands sabots, arriver et se positionner en rupture avec tout ce qui a été fait pendant les décennies qui l'ont précédé, à une époque où Emmanuel Macron était encore en cours de théâtre à l'école. Voilà la réalité de ce qui se passe. Alors nous avons prévenu avant le vote. Nous avons passé toute la soirée jusqu'à l'interruption des débats à dire « Vous n'êtes pas obligé de voter ce texte, vous pouvez envoyer une mission sur place pour rediscuter, rien ne presse, et si vous votez ce texte, quelque part vous prenez une part de responsabilité absolument incroyable dans les événements qui se déroulent et dans ce qu'on pouvait craindre alors, le fait qu'il y ait des morts sur place. Manque de bol, ça s'est produit dès le lendemain, puisque dès le lendemain matin, après le vote de ce texte, on avait déjà à déplorer 2 morts au petit matin en Nouvelle-Calédonie. À cette heure, nous disons toujours qu'il y a une issue possible à la crise, que les ingrédients sur place sont possibles pour reprendre la discussion à la condition qu'Emmanuel Macron accepte pour une fois de faire ce qu'il a bien du mal à faire et qui ne le déshonorerait pas, c'est de ravaler son chapeau et de retirer ce texte de loi qui met en grande tension la Nouvelle-Calédonie. À Gaza, un enfant est blessé ou tué toutes les 10 minutes. Et vous l'avez vu cette semaine, le procureur de la Cour pénale internationale requiert un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense.
Il requiert également ce mandat d'arrêt contre 3 dirigeants du Hamas suite aux événements du 7 octobre. La décision du procureur de la Cour pénale internationale permet d'asseoir les positions qui ont été celles de la France insoumise depuis le début, de qualifier de crimes de guerre les actes du Hamas le 7 octobre et évidemment les actes commis par Benyamin Netanyahou et son armée depuis à Gaza, où c'est un véritable massacre de civils. Et dans ce contexte, vous avez plusieurs pays qui ont décidé d'accélérer le processus de reconnaissance de l'État palestinien. C'est le cas notamment de l'Espagne, c'est le cas de l'Irlande, de la Norvège. Et là, on se demande bien ce que Emmanuel Macron, ce que la France attend pour en faire de même. Emmanuel Macron a dit que ce n'était pas le moment. Nous pensons précisément que c'est l'inverse, que c'est pour assurer ce rapport de force avec le gouvernement d'extrême droite israélien, pour qu'enfin le génocide en cours à Gaza cesse, qu'il faut reconnaître l'État de Palestine. Je pense que la décision du procureur de la Cour pénale internationale devrait aussi faire taire toutes les polémiques politiciennes, toutes les exploitations, les calomnies qui ont été réalisées notamment contre la France insoumise autour des qualificatifs des événements. Et voyez d'ailleurs à quel point les extrémistes, celles et ceux qui sont en soutien de la politique de Netanyahou, ont déjà commencé à mettre en doute la légitimité du procureur de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que pour ces gens-là, en réalité, le droit international n'a aucune valeur et tout peut se discuter. On a même vu par exemple des représentants du CRIF dire que peut-être, compte tenu du fait qu'il était musulman, eh bien, le procureur de la Cour pénale internationale était en quelque sorte suspect. Voilà de quoi sont capables ces gens. Nous nous en appelons depuis le début au droit international et à la paix. Voilà ce que nous disons. Et ça fait maintenant plus de 5 mois que toutes sortes d'organismes internationaux mettent en alerte avec le risque génocidaire qui se passe sur place. Et pendant que le temps passe, pendant que les heures, les jours continuent de se passer sans que réellement la France ne fasse quelque chose d'autre que de parler, eh bien le massacre se poursuit de civils à Gaza et je l'ai dit, des enfants meurent toutes les 10 minutes à Gaza. Donc il est urgent désormais, une nouvelle fois, une énième fois, de faire toute la pression possible sur le gouvernement et sur Emmanuel Macron pour qu'enfin la France fasse un embargo sur la livraison des armes en Israël et reconnaisse de toute urgence l'État de Palestine. Cette semaine, je vous parle aussi évidemment des élections européennes, puisqu'elles approchent à grands pas. C'est maintenant dans quelques jours, le 9 juin, que nous sommes appelés à voter. Et les enjeux de ces élections européennes, on en a déjà beaucoup parlé, sont extrêmement importants. Cette semaine, je me suis rendu à Denain, une terre qui est un bastion historique de la gauche, bastion ouvrier, et qui de plus en plus est grignotée élection après élection par le Rassemblement national. D'ailleurs, la voiture qui me conduisait au café populaire auquel je participais s'est garée juste devant la permanence parlementaire du député RN, Sébastien Chenu. C'est dire l'ambiance de travail. Je me trouvais là-bas aux côtés de plusieurs candidates et candidats aux élections européennes sur la liste conduite par Manon Aubry pour l'Union populaire et la France insoumise. Il y avait là notamment Anthony Smith, mais également Juliette Charlot, Naïma Lounis, et nous avons tenu réunion dans un café, non loin de cette permanence parlementaire. Et évidemment, sur place, je vois bien le travail considérable qu'il y a à mener et toutes les difficultés que rencontrent les militantes et les militants dans un terrain où le Rassemblement national, sans doute, ne cesse d'avancer élection après élection. Et je me faisais la réflexion suivante. Il y a dans le pays, notamment plus au sud, certains bastions de l'extrême droite, on pense à des territoires comme le Vaucluse, etc., où vous avez une population qui est plus favorisée, disons, qui vote pour l'extrême droite. Mais la sociologie à Denain est bien différente. Ce sont des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, concentrent beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, il y a beaucoup de gens qui vivent des minima sociaux et qui vivent dans une situation de pauvreté. Et il m'échappera toujours de savoir pourquoi des gens qui sont dans ces situations, comme cette femme Colombe dont je vous parlais la dernière fois, décident de voter pour l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que concrètement, il n'y a rien dans le programme de l'extrême droite, dans le programme du Rassemblement national, qui va améliorer leur sort. Alors pourquoi votent-ils pour le Rassemblement national ? Certainement pas parce qu'il a la même cravate que Emmanuel Macron. Certainement peut-être ne savent-ils pas d'ailleurs que l'extrême droite n'a pas que la cravate d'Emmanuel Macron. Ils ont aussi les mêmes idées et les mêmes votes à l'Assemblée nationale. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la Nouvelle-Calédonie. Alors ça n'impacte pas peut-être directement les habitants de Denain, mais sur la Nouvelle-Calédonie, l'extrême droite a voté le texte d'Emmanuel Macron et la même extrême droite se retrouve ensuite sur les plateaux de télé pour dire qu'Emmanuel Macron a eu tort de forcer la main et de faire voter ce texte, alors que tous les députés du Rassemblement national l'ont voté. Mais sur la question sociale, je pourrais parler une nouvelle fois de la proposition que la France insoumise avait faite d'augmentation du SMIC
et sur laquelle on a vu l'extrême droite et la Macronie se liguer pour la rejeter, également sur les minima sociaux. Donc entendez ça, le Rassemblement national n'a pas du tout l'intention de s'employer à mieux répartir la richesse dans ce pays. Pourquoi croyez-vous que de plus en plus le patronat semble séduit, disons, par le Rassemblement national? On a vu récemment, par exemple, Jordan Bardella dans une conférence avec de grands patrons, et finalement les propositions qu'il avait à faire sont assez proches de celles d'Emmanuel Macron. Alors après, il y a un autre ressort du vote Rassemblement national. C'est l'idée que le vote Rassemblement national, ce serait le bon vote pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et pourquoi pas mettre un coup de pied aux fesses de tous les élus qui nous ont déçus pendant des décennies. Mais en réalité, ce sont exactement les mêmes. Le vote Rassemblement national n'est pas un vote anti-système, ça n'est pas un vote révolutionnaire, c'est tout le contraire. C'est un vote réactionnaire et c'est profondément un vote pour le système. Nous avons donc, bien sûr, ces prochains jours avant les élections européennes, mais plus avant, ces prochaines semaines, ces prochains mois et même ces prochaines années, un travail considérable à faire pour faire en sorte que le Rassemblement national recule de ces territoires où, disons-le, compte tenu de ce qu'il est, compte tenu de ce que sont ses propositions, il n'a rien à faire. Alors évidemment, c'est plus facile d'entendre un discours simpliste et faux, selon lequel le problème ce serait l'immigré, plutôt que le financier et le banquier. Mais nous devons absolument continuer cette tâche d'expliquer et de désintoxiquer en disant à ces braves gens: on comprend votre colère, on ne vous fait pas la leçon, mais vous vous gourrez si vous pensez que c'est en votant pour l'extrême droite que votre sort va s'améliorer. Le deuxième enjeu dont je voulais vous parler également, c'est qu'évidemment, compte tenu de comment vont être exploités les résultats du 9 juin, les élections européennes, il en va aussi de l'avenir de notre camp politique à nous, la gauche, disons-le, au sens large. Rappelez-vous qu'en 2022, nous avions fait la NUPES. Et que la NUPES, c'est d'abord et avant tout quoi? Non pas un accord électoral, mais un programme. Un programme de rupture de 630 mesures. Je ne vous refais pas tout le discours, vous le connaissez. Mais ce programme, il avait un certain nombre de garanties et tous les élus PS, PC, ELV, Insoumis, qui ont participé de cette campagne de la NUPES, ont été élus sur la base de ce programme et doivent leur place à l'Assemblée nationale à ce programme. Rappelez-vous par exemple que nous avions inscrit dans ce programme, très clairement, la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Et rappelez-vous que quand Emmanuel Macron a fait la réforme des retraites avec la retraite à 64 ans, nous nous sommes retrouvés, tous les élus de la NUPES, PS, ELV, PC et Insoumis, sur les marches de l'Assemblée nationale pour prêter un serment, qui a une portée symbolique. Mais après la loi d'Emmanuel Macron, nous prêtions serment pour dire: nous nous battrons jusqu'au bout et toujours pour le droit à la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Et que voit-on? On voit le candidat du Parti socialiste dans cette élection européenne où, je le rappelle, nous avons souhaité, nous autres les Insoumis, que la NUPES perdure, mais eux ont souhaité faire candidature en solo. Le candidat choisi par le Parti socialiste, Raphaël Glucksmann, qui en ce moment a les faveurs, et on comprend pourquoi, du système médiatique, est un candidat qui a toujours été anti-NUPES et qui continue, pendant cette élection européenne, de torpiller le programme de la NUPES. On a notamment vu Raphaël Glucksmann sur le plateau de France 3 de Francis Letellier dans Dimanche en politique dire clairement que la retraite à 60 ans, selon lui, c'était pas pour tout le monde. On a vu le même Raphaël Glucksmann sur le même plateau de télé lors de la même interview dire qu'il était opposé à la remise en cause du marché européen de l'électricité. Alors que précisément, dans le programme de la NUPES, nous disions que le marché européen de l'électricité avait des conséquences sur les tarifs de l'énergie, sur le fait que les gens croulent sous des factures qu'ils n'arrivent pas à payer et qu'il fallait donc en sortir. On voit donc bien ce qui se prépare avec cette petite hype autour de la candidature de Raphaël Glucksmann. Alors, à titre personnel, j'ai jamais encore croisé d'électeurs de Raphaël Glucksmann, mais peut-être qu'on ne fait pas campagne exactement dans les mêmes endroits. Mais une chose est sûre, c'est que le 9 juin prochain, voter pour Raphaël Glucksmann, c'est voter pour le retour du Parti socialiste d'avant la NUPES. Regardez à quel point des gens comme François Hollande et toute sa clique sont très contents de cette candidature, de ce qu'elle incarne et de ce qu'elle dit. Vous êtes donc prévenus. Le 9 juin, vous pouvez voter pour eux. Mais si vous votez pour eux, ça veut dire qu'en conscience, vous votez pour ressusciter le Parti socialiste d'avant. Voilà ce que dit le vote Raphaël Glucksmann le 9 juin. En revanche, si vous voulez voter pour le programme de la NUPES, si vous voulez toujours, comme vous le vouliez il y a très peu de temps, de la retraite à 60 ans et de la sortie du marché européen de l'électricité, il n'y a qu'un bulletin de vote. C'est le bulletin de vote Manon Aubry, l'Union populaire, la France insoumise. Alors le 9 juin, pas une voix ne doit manquer. Raison pour laquelle, pour terminer,
je vous appelle, si ça n'est pas encore fait, à vous inscrire sur le site de campagne l'Union populaire pour les procurations. Parce que si vous n'êtes pas disponible pour voter le 9 juin, quelle qu'en soit la raison, assurez-vous de voter tout de même. Et les insoumis se tiennent à votre disposition pour porter votre procuration. Pas une voix ne doit manquer le 9 juin. Toutes et tous ensemble, rassemblés au bureau de vote, dans les urnes, avec le bulletin Manon Aubry et l'Union populaire. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des suggestions de sujets pour les prochaines fois, n'hésitez pas à poster vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser le petit pouce pour le dire. Et puis si vous n'êtes pas abonné, dépêchez-vous de le faire. À très bientôt.